Notre invitée cette semaine, Pauline Marois. Pauline Marois, bonjour. Bonjour Pascal. Bienvenue à Mémoire. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Là, vous allez vous retrouver un petit peu plus tard à Montréal Oui. pour venir faire une maîtrise. Oui. Et vous suivez encore, je pense, votre amoureux. Absolument. Je vais venir faire mon MBA au HEC. Alors, Bon. qu'est-ce qui vous intéresse dans ce Bon, domaine? alors là, je vais vous expliquer. Alors, je suis dans l'Outaouais. J'ai toutes sortes d'ennuis avec M. Oswald Parent, qui était ministre de M. Bourassa, parce qu'il se mêlait un peu de tout ce qui concernait l'action communautaire. Je vais m'engager beaucoup dans l'action communautaire. Je vais être directrice de CLSC. Il y a la naissance des CLSC en 70. On va contester Castonguay quand il va venir dans l'Outaouais. Enfin, je fais plein de choses, mais je suis directrice de CLSC. Je suis très jeune, hein? Je n'ai pas 35 ans. Pas 25 ans, pas 25 ans. Et j'ai quand même une formation en service social. J'ai animé des groupes. J'ai animé les services d'information au Conseil régional de développement. J'ai toutes sortes d'expériences intéressantes. Mais je me rends compte, en étant directrice générale de CLSC, que je n'ai pas toutes les compétences qu'il faut. Toujours le même problème de on veut toujours être bonne, on veut toujours être parfaite. Bon. Contrôler un budget, je ne connais pas trop ça. Faire la planification budgétaire, lire un bilan. Alors, parce que mon mari déménage à Montréal, effectivement. Là, il a monté en grade dans l'entreprise Campo et il devient responsable des opérations du Québec, vice-président des opérations du Québec. Moi, je lui dis, c'est pas grave, je vais rester dans l'Outaouais, on va se voir les fins de semaine, etc. Mais là, je me dis, dans le fond, c'est peut-être le moment de faire un saut vers une formation qui va me permettre d'être plus habile pour comprendre les chiffres, pour faire de la planification, du contrôle, de la programmation, gérer du personnel. Je n'étais pas trop mal quand même, gérer le personnel, mais... Vous vouliez ajouter des cordes à mon votre arc. Absolument. Oui. Donc, je me dis, je vais aller au HEC. Je vais aller faire mon MBA. Mon mari avait fait son MBA. Puis je voyais bien qu'il y avait une formation de généraliste, il pouvait analyser plein de dossiers, etc. Alors, j'appelle, on est en juillet, j'appelle au HEC, un peu audacieuse, n'est-ce pas? Un peu, en tout cas. Encore proactive. Oui, très proactive et peut-être un peu, je cherche le mot. Téméraire? Oui, voilà. Peut-être un peu téméraire. Mais je me dis, qui risque rien, n'a rien. Alors, j'appelle à l'école. C'est Matteo Diorio, je me souviens très bien, qui est directeur du programme MBA. Alors, je lui explique qui je suis directrice d'un CLSC, etc., que je sens un besoin de formation, je me sens mal équipée, pas suffisamment formée. J'aimerais ça faire mon MBA, puis je pense que ça viendrait compléter ma formation. Et puis, me donner des outils. Elle me dit, ça tombe bien, Madame Marois. Parce que moi, je voudrais qu'au MBA, on n'est pas seulement au MBA HEC, aux études commerciales de Montréal, qui est affilié à une école affiliée à l'Université de Montréal. Il me dit, j'aimerais ça avoir des gens qui viennent des services sociaux, de la santé, pour avoir un mix dans notre école. Et pas seulement des ingénieurs, des gens qui ont déjà des maîtrises en administration. Vous voulez humaniser un peu. Absolument. Puis donner un côté plus social à sa maîtrise et pas seulement orienté vers les milieux affaires, chiffres, etc. Ah, vous êtes bien tombée. Je suis particulièrement bien tombée. Alors, elle dit, écoutez, évidemment, vous êtes en retard. Les inscriptions, c'est terminé. Mais on a une liste qu'on fait toujours parce que lorsqu'on appelle les gens pour venir à l'école au début de l'année, souvent, il y a des désistements. Et selon le nombre de désistements, on va fouiller dans notre liste pour voir si les gens seraient prêts à venir. Mais vous devez passer l'examen. On ne vous prendra pas comme ça. Ce n'est pas une passe gratuite. Alors, il y a Raymond Bachand,
Mmh. qui va devenir ministre des Finances, qui va travailler d'abord pour M. Lévesque, et Michel Archambault, qui est assez bien connu dans son domaine, dans le domaine, entre autres, du tourisme, parce qu'il a créé la chaire de tourisme à l'Université du Québec à Montréal. Il a été sous-ministre au gouvernement. Alors, c'est eux qui m'évaluent. Je me souviens encore comment j'étais habillée, hein, faut le faire, hein. Oh, j'étais tellement énervée. Pour moi, c'est l'histoire de ma vie. Alors, oui, c'est Pensez-y plus, là. j'y pense plus. Et donc, ils me reçoivent, puis M. Diorio me dit: «Vous avez passé, bien, mais si vous venez, vous devrez prendre un cours de rattrapage». Évidemment, c'est du côté des finances et des mathématiques, ça n'a jamais été ma branche forte, les mathématiques, mais l'administration, c'est pas nécessairement des mathématiques, ne Pas l'oublions pas. toujours, Il faut oui. comprendre les chiffres quand même. Oui. Hem, Formidable, on m'accepte et on m'appelle, et donc je vais rentrer au MBA. Là, évidemment, je suis toujours dans l'Outaouais, là, moi, hein? Je n'ai pas déménagé, je suis directrice du CLSC, et je me dis: «Oh, je vais pouvoir continuer à être directrice pendant un temps, puis je vais faire la navette». Impossible, Non, ça au marche bout de pas. non. Surtout que le MBA, c'est une formation très exigeante, Mmh. surtout pour quelqu'un qui vient des sciences sociales. Mmh. Et je suis avec des ingénieurs, des comptables, écoutez, puis en plus, des gens qui, un grand nombre, ont fait déjà leur maîtrise, pas leur maîtrise, mais leur baccalauréat Mmh. au HEC. Mmh. Alors, Il eux, fallait rattraper tout ça, ouais, là. puis eux font leur maîtrise en 1 an. Moi, je la fais en 2 ans parce que, évidemment, c'est comme ça pour tous ceux qui ne viennent pas des HEC. Oui. Alors, là, je me rends compte, impossible. Oublie ça, ma vieille. Je suis pas capable de faire les 2. Alors, je vais quitter mon poste au Mmh. CLSC, et je vais faire mon MBA. Donc, la raison pour laquelle je fais mon MBA, c'est parce que je me trouve pas bonne. C'est ça. Je me dis, si je veux diriger des organisations, il faut que Oui. j'aie des outils. Bon, évidemment, la vie suivant son cours, c'est là que vous faites la rencontre avec, des hommes politiques, des Oui, militants, absolument. notamment monsieur Jacques Parizeau, Oui, qui va être votre professeur. oui. Et puis, un professeur assez exigeant et même très exigeant. Mmh. Jacques Parizeau, c'est un pédagogue exceptionnel. Vous savez qu'il a dit que dans sa vie, le métier qu'il avait le plus aimé pratiquer, c'était d'être enseignant, d'être Mmh. professeur. Mmh. Parce qu'il était très conscient de ce que ça signifiait que de transmettre la connaissance, de permettre à des gens de grandir à Mmh. travers ce qu'il allait leur transmettre. Et ça, c'était tout à son honneur. Alors, c'était un grand pédagogue. Est-ce que vous militiez déjà à l'époque? Oui. Vous Ah étiez entrée au oui, oui, parti? oui. Je suis entrée au parti et j'ai milité dans l'Outaouais. Mmh. En 1973, je vais participer à l'élection. C'est un de mes amis, en plus, qui se présente. Mais là, je vais être la militante de De base, hein? base. Oui, je vais livrer le poulet le jour de Mmh. l'élection, Mmh. je vais, coller des enveloppes, faire des téléphones, là. Je suis directrice de CLSC, mais je fais ça quand même. Je vais faire mon MBA et M. Parizeau, mon prof. M. Parizeau, je vous raconte comment ça se passe. Il entre dans l'amphithéâtre, là, on est à l'édifice sur Docelles. C'est Mmh. un édifice qui a été un peu retapé, mais tous les amphithéâtres sont complètement fermés. Mmh. On fume, en plus, tout le monde fume. Oui, On notre fume. époque. C'est d'assez grands édifices. Alors, lui a toujours des mauvaises heures de cours. Il enseigne le lundi à 8h30, 9h, puis il enseigne le vendredi après-midi. Moi, je me souviens de ça, là. Je pense pas que c'est anecdotique, je me souviens de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas manquer un cours de Jacques Parizeau. Jacques Parizeau ne nous donnait pas 25 références et puis un plan de cours. Non. Il nous disait les grandes lignes de ce qu'on allait voir ensemble. C'était évidemment l'économie de base, si on veut. Autant l'économie dans le sens de comprendre le système capitaliste, les règles du jeu, etc., mais aussi l'économie dans ses aspects de grande politique publique. Mmh. Et il était bien préparé pour ça. Alors, il ouvrait une petite chemise, il y avait 2 ou 3 feuilles, il étalait ça devant lui et il partait. Il fumait, il avait souvent une petite veste. Puis il Puis il marchait de marchait oui, on derrière le l'imagine. grand pupitre, et nous, ébahis dans sa classe, on prenait des notes. Mmh. Mmh. Et c'était ça. Son enseignement. Ouais, son enseignement. C'était vraiment, il nous traduisait, il nous donnait toutes ses Mmh. connaissances Mmh. de façon
très facile d'accès, très... mais quand on posait une question, il fallait qu'elle soit correcte, hein, parce que sinon, ouf, Mhm. on comprenait vite que c'était pas, disons qu'on n'avait Apprécié. pas compris grand-chose. Mhm. Bon, mais Parizeau, au-delà de tout ça, c'était un grand souverainiste qui était Mhm. très sobre sur ces questions pendant ses Ben cours. oui, mhm, j'imagine. Moi, je pense qu'il était très, très honnête, très respectueux des points de vue qu'on pouvait avoir Mhm. différents. Mais moi, il m'a fascinée. J'ai eu d'autres professeurs. J'ai un professeur en finance, c'était formidable. J'ai eu des professeurs en, en administration de ressources humaines. Il y a eu, mais évidemment, Parizeau, c'est un géant. Ben, c'est surtout que vous allez vous retrouver pas longtemps après, son attaché Voilà. de presse. Oui, C'est votre oui. entrée finalement dans... Vous approchez des politiques, quoi. Dans l'action politique Exact. plus concrète. Je vais obtenir mon MBA avec de bons résultats. Je suis très contente. J'ai travaillé très fort. Je vais avoir un emploi dans les services sociaux à Mhm, Montréal. En mhm, fait, c'est le Centre des services sociaux du Montréal métropolitain, mhm, qui est une immense organisation qui s'occupe de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. On mhm. s'occupe de placement des personnes âgées, les enfants abandonnés, les enfants sous tutelle, les enfants mésadaptés ou délinquants, les enfants avec handicap, enfin, Vous toute étiez dans la... votre élément. Absolument. Oui. Alors, je vais fonder avec un de mes amis les services d'urgence sociale, qui existent maintenant 24 heures sur 24, mais ça n'existait pas à l'époque. Et je vais devenir responsable des services sociaux à l'enfance par intérim, parce que j'ai le responsable va aller faire une maîtrise, Mhm. une maîtrise en Décidément. administration. Et donc, je suis très, très occupée parce que j'ai 8 directeurs de service. Je pense que j'ai 300 employés. C'est inimaginable. Ça n'a aucun sens. Hein? Mais sérieusement, je travaillais, je rentrais à 7 heures le matin, je sortais à 7 heures le soir du bureau. Je vous explique ça parce que je n'ai pas fait de politique. Je n'ai pas milité. Je ne me suis pas engagée. À ce moment-là. À Mhm. partir de la fin de mon MBA, je n'avais pas de temps pour Mhm. faire ça. Mhm. Euh, et, et arrive l'élection de 76. Et c'est l'euphorie. Évidemment, je suis ça de très près, etc. Et Jacques Parizeau gagne dans son comté. Là, j'ai dit à mon mari, on ne peut pas ne pas y aller. On va Mhm. aller célébrer dans le comté de l'Assomption. Donner notre appui encore à Jacques Parizeau. Bon, alors, je trouve ça, c'est pour moi, c'est un moment tellement important Mhm. pour notre vie collective, et puis je le ressens comme tel. Mais je vais reprendre mon travail le lendemain, je n'ai pas le Mhm. choix. Mhm. Cependant, arrive un événement, encore une fois, un peu spécial, puisque mon mari va quitter l'entreprise privée Mhm. pour aller vers une institution publique. Mhm. À Québec, il va fonder, sur la base d'une nouvelle loi adoptée par le gouvernement du Parti québécois, plus spécifiquement Lise Payette, la Société de développement des coopératives. Mhm. Et il va en devenir le premier PDG. Ça, c'était un changement majeur pour lui, dans lequel j'avais une responsabilité, parce que mon mari était dans un milieu capitaliste. Oui. On était tout à fait bien, on avait de bons moyens. Il a d'ailleurs eu des parts dans la société et tout. Et puis là, donc, on avait une bonne situation financière. Et moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux vivre avec moi, il va falloir que tu t'engages davantage. Une confrontation philosophique un peu sur vos Absolument. valeurs. Nous avons Mhm. eu une confrontation assez dure. Et pour moi, c'était comme un incontournable. Il fallait qu'il s'investisse dans le progrès de notre société, à partir de ses compétences. Je ne lui demandais pas de Mhm. devenir travailleur social, non. D'ailleurs, il va travailler avec moi dans l'implantation d'une coopérative de télévision, et c'est comme ça que ça va En commencer Outaouais. en Outaouais. Mhm. Et là, il a la possibilité, des gens qui le connaissent, qui disent que c'est un développeur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'allant, puis il aime créer des choses, et il a de l'imagination. Ah, il va devenir le premier PDG, il part avec rien, puis il va créer une société qui va devenir importante et significative. Moi, je suis toujours à Montréal. C'est à Québec. Oui, c'est Je ça. suis à Montréal et je viens de perdre un bébé.
C'est un triste événement dans ma vie, mais on est passé par-dessus. Mmh. Et mon ami revient de sa formation. Il reprend son poste de responsable enfants-jeunesse au Centre des services sociaux. Moi, on m'offre de continuer, évidemment, dans l'organisation. Mais je me dis: «Oh non, je vais aller vivre à Québec avec mon mari et peut-être que je vais pouvoir travailler à l'indépendance et aller Mmh. dans un cabinet, Mmh. travailler avec le Parti québécois, le gouvernement du Parti québécois». Je vais d'abord faire une tentative chez Pierre Marois. Il y a déjà toute son équipe, et cetera. Puis je me dis: «Écoute, bon, je vais rester dans le domaine des services sociaux. Je vais aller au ministère de la Santé, des services sociaux, qui s'appelle déjà ça, comme ça. Il y a un poste important qui s'ouvre, qui est, entre autres, dans le domaine de la jeunesse, les Mmh. fameuses DPJ qui Mmh. sont en train de s'implanter. Mmh. Le ministère me dit, reçoit ma candidature, il me dit: «Vous n'avez pas l'expérience ni les compétences. L'expérience. Les compétences, oui, mais pas l'expérience». Là, j'étais en colère. J'ai dit: «Claude Charron est ministre à mon âge, puis moi, je n'aurais pas les compétences, l'expérience qu'il faut pour occuper un poste de haut fonctionnaire dans un domaine où j'ai œuvré depuis déjà un bon moment, le domaine de l'enfance, de la protection de la jeunesse». J'étais hors de moi. Un ami qui est au cabinet de M. Parizeau, un grand ami à moi, m'appelle et il me dit, sans savoir que moi j'avais fait application, là, il savait que j'étais à Québec, que j'arrivais à Québec. Et il dit: «Écoute, notre attaché de presse s'en va. Pourquoi tu ne viendrais pas attaché de presse de M. Parizeau?» Il dit: «Je ne connais pas ça, moi, les coms, je n'ai pas d'expérience». Il dit: «Écoute, c'est pas compliqué. M. Parizeau, il fait toutes ses affaires, tu sais, alors faut que tu t'assures qu'il y a des bons liens avec les journalistes, que tu organises des conférences de presse, tu écris quelques communiqués. C'est pas si compliqué». Oui, puis vous vouliez travailler pour l'indépendance, donc Ça tombait. c'était C'est comme un un cadeau du cadeau ciel. sur un plateau Mmh. d'argent. Mmh. Mais Maurice, ça n'a pas de bon sens. Il dit: «Écoute, tu vas être bonne, fais-toi-en pas». Bien, c'est sûr, j'ai dit: «Moi, je rêve de ça, travailler dans un cabinet». Mais je pensais plutôt travailler Au conseillère au contenu, contenu. oui, Ouf là là! pas aux Bon, relations publiques. non. Alors, finalement, je rencontre le directeur de cabinet, Serge Guérin, puis il m'embauche. Parce que M. Parizeau, dans son cabinet, c'était presque tous d'anciens étudiants. Et là, je deviens conseillère. Je Oui. suis dépendante d'une personne, soit-elle la ministre des Finances et s'appelle-t-il Jacques Parizeau, mais ça change ma vie de bout en bout. Et je ne suis pas habituée à ça. Je Ouais. trouve ça très difficile. Mmh. Mais il m'explique que je dois rester disponible en tout temps. Il vérifie si j'ai des enfants. Non, si j'ai dit: «J'en veux», mais ça s'arrête là. Il vérifie que c'est la disponibilité pour lui qui est très importante. Nous sommes les seuls dans les cabinets de ministres à avoir des pagettes. Vous vous souvenez sûrement. Oui, Ceux mais qui mon nous Dieu, entendent ne doivent pas se souvenir des pagettes. Les pagettes, des petits appareils des qu'on petits mettait à nos appareils qu'on mettait à ceintures. nos Oui, ceintures et puis on pouvait nous rejoindre par le téléphone, mais on ne nous parlait pas, par là. code, puis après Ça ça, il avait un fallait code, rappeler, il oui. fallait rappeler. Bon, Mmh. Oui, on oui. avait nos pagettes tout le temps, peu importe où nous étions. Alors, donc, M. Parizeau me fait part d'un certain nombre de ses conseils. Puis il me dit une chose, il dit: «Vous savez, dans le fond, je n'ai pas nécessairement besoin d'attaché politique». Ben, il me dit ça plus élégamment, mais c'est vrai qu'il était capable de tout faire. Il Oui. écrivait d'abord très bien. Il avait une connaissance de ses dossiers. On ne pouvait jamais le Le mettre en prendre, échec. oui. Alors, il pouvait être son cabinet à lui-même, ça n'avait pas de problème. Mais évidemment, il ne pouvait pas tout faire. Bon, donc, il nous confiait quelques tâches. Alors, j'arrive à Québec, je m'installe, etc. Et je trouve ça très difficile parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Oui. Je dépends d'une personne. Mon agenda se dessine en fonction de ce qui se passe Ouais, dans les c'est journaux. pas J'ai du tout. jamais, Oui. jamais vécu ça de ma vie. Uh-huh. J'étais directrice de CLSC, Oui. j'organisais mon temps. Je vais quand même faire le boulot et puis je ne perds pas mon admiration pour Jacques Parizeau, mais c'est pas l'emploi qui me plaît le plus. Je vais apprendre quand même, hein, je vais apprendre beaucoup. D'abord, M. Parizeau nous racontait beaucoup de choses.
on avait une obligation, cependant, de secret absolu. Mhm. Je pense que si quelqu'un avait franchi la ligne, il aurait quitté le cabinet Mhm. immédiatement. Mais on assistait à des réunions avec des sous-ministres. C'était quand il a fait le REA, le régime d'épargne-action, qui a été un véritable succès, qui a permis à la garde montante, la jeune garde montante du Québec au plan de l'économie, des affaires, a été profondément aidée par ce projet. J'étais là quand il le dessinait, quand il en parlait avec ses hauts fonctionnaires. C'est une expérience extraordinaire, mais en même temps très Mhm. difficile pour moi. Mhm. Ce que je ne savais pas et qu'il ne pouvait pas savoir non plus, c'est que j'étais enceinte quand j'ai été embauchée de quelques semaines, évidemment. Comme j'avais perdu un bébé, j'avais 30 ans, ben, pas loin de 30 ans, un peu moins quand même, et que je voulais pas, je voulais en avoir un autre. Je vais être enceinte et là, imaginez que ça devient le bon prétexte. C'est terrible à dire, mais là, vous avez toute la vérité. Plus la grossesse commence à paraître, là, je vois le chef de cabinet, j'ai dit: «Écoute, je suis enceinte, je vais aller jusqu'à X mois, mais Mhm. je vais quitter, puis je ne pense pas revenir. Alors donc, au revoir, merci, je quitte le cabinet. Je donne naissance au bébé, qui est ma fille, Catherine, et je vais commencer à travailler avec les directions de la protection de la jeunesse, qui était mon monde. J'avais travaillé à la mise en place de la loi Mhm. quand j'étais, au service enfants-jeunesse de Montréal. Et donc tout ça va bien, je prends soin de ma Catherine, bon. Hem, Cependant, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui s'appelle Lise Payette. Lise Payette, qui est ministre d'État à la condition féminine, dont le chef de cabinet va, quitter. Elle m'appelle, puis elle me dit: «Je t'ai vu dans l'antichambre». Elle me tutoie. Parce que moi, comme attachée de presse, j'accompagnais M. Parizeau dans toutes ses sorties publiques, Ouais, donc vous la presse. croisiez. Oui, je la Mhm. croisais entre autres dans l'antichambre de l'Assemblée nationale, l'antichambre du Salon Bleu. C'était vraiment à l'époque assez, je dirais, assez particulier. Tous les ministres se réunissaient là, Mhm. fumaient d'ailleurs, et puis faisaient les téléphones. Il y avait le bureau du premier ministre. C'est quand on voulait voir le premier ministre, ben, pas moi comme attachée de presse, mais Mhm. les ministres pouvaient prendre un Mhm. rendez-vous avant la période de questions, pendant les travaux, etc. Mme Payette m'avait vue. Ben, elle m'avait dit: «Écoute, je t'ai vu aller, j'aimerais ça que tu sois ma chef de cabinet». Oh là, j'ai dit: «Non, non, non, c'est pas possible. Je viens de quitter un poste politique, où j'ai été plus ou moins heureuse». Heu, Mon mari, que je consultais toujours, hein, et Mhm. que je continue de consulter, Mhm. pas nécessairement sur des grandes politiques, des choses comme ça, mais sur mes décisions Oui, personnelles. oui. Ça, il a toujours été dans le portrait, toujours. Alors, heu j'ai dit: «Écoute, je ne peux pas prendre ça, là, hein?» Je viens de prendre un nouveau contrat, j'ai quitté, M. Parizeau, je trouvais ça difficile, je vais retourner dans un cabinet. Vous Mon aviez mari un bébé aussi. J'avais un Mhm. bébé. Mhm. Mon mari me dit: «Écoute, tu as toujours voulu t'engager au plan politique, travailler à la souveraineté du Québec, à son indépendance. Elle t'offre la possibilité de diriger son cabinet. C'est un des personnages les plus importants de cette équipe. Mhm. La même stature en termes de place occupée au plan de la popularité, des grands projets. C'est Lise Payette, elle a fait la loi de l'assurance auto, la protection du consommateur, elle a fait plein de choses, hein, on l'oublie là, maintenant, mais c'est elle qui a fait ça, qui n'a jamais changé, hein, soit dit en passant, Tout à la fait. loi sur l'assurance auto. Ben, j'ai dit: «Écoute, je ne suis pas féministe, diriger un cabinet. Écoute, tu es capable, tu as tout ce qu'il faut, tu as déjà dirigé, tu viens de diriger une Mhm. organisation. Là, tu ne seras plus conseillère Oui, au com. Tu vas être capable de faire de la planif oui. avec elle. C'est une femme que tu aimes beaucoup, que tu admires». Il dit: «Tu devrais la rappeler». Bon, OK. Bon, j'ai dit: «Écoutez, Mme Payette, j'ai réfléchi, heu, je pense que je suis prête à envisager, de travailler avec vous. Ça me plaît. Mais il faut que je vous avoue une chose, je ne suis pas féministe». Ah! Elle dit: «Inquiète-toi pas, avec moi, tu vas le devenir». Et puis, c'est vraiment comme ça. Mais je me suis rendu compte après coup que j'étais profondément féministe. Mhm. Juste de me battre pour l'égalité des chances, pour Mhm. l'égalité entre les hommes et les femmes.
Je l'étais, mais je ne m'appropriais pas cette étiquette, ce mot, qui est tellement un beau mot. Alors, je vais travailler avec Mme Payette. Je vais devenir sa directrice de cabinet. Je vais aimer ça, parce que c'est un autre univers. D'abord, Mme Payette fait beaucoup confiance à son équipe. C'est une femme qui a des idées, qui est très créative, qui a une présence publique extraordinaire, qui a un aura. Quand elle parle aux femmes, tu bois ses paroles. Donc, je vais travailler avec Mme Payette, je vais avoir beaucoup de plaisir avec son équipe et tout. Puis elle nous laisse beaucoup de latitude. Elle nous donne les orientations, puis après, elle ne s'occupe pas de la cuisine. Autant M. Parizeau allait réécrire des textes et tout. Non, Mme Payette, elle donne les grandes orientations. Et puis, on lui prépare des dossiers, puis elle s'en sert. C'est vraiment intéressant. C'est pas facile tous les jours, par exemple, mais c'est intéressant. Pourquoi? Ben, c'est pas facile parce que faut être capable de comprendre ce qu'elle attend de nous, ce qu'elle veut, puis en même temps, on lui donner du matériel qui va l'équiper, qui va lui permettre de faire ses démonstrations correctement. Le risque d'erreur est très grand parce qu'on travaille vite, puis on cherche on n'a pas les outils qu'on a aujourd'hui pour aller chercher les données et tout. Même si on a des ministères, mais le ministère de la Condition féminine, c'est un petit ministère. Hein. Le référendum s'engage en 1980, après de longues discussions au Conseil des ministres. Elle est au Conseil des ministres. Elle va nous raconter comment se prépare la question. Elle est très déçue de la façon dont ça se passe. On n'en saura pas, on le saura plus tard, bon, etc. Elle vient chez moi parce que moi, je demeure à Québec. Alors, je la reçois avec l'équipe de cabinet. On fait des petits lunchs ensemble. Je fais la bouffe. Et elle s'engage dans le référendum. Et puis, elle va faire une bêtise. Admettons-le, une bêtise importante. Elle va traiter la femme du chef de l'opposition, qui est Madeleine Ryan, la femme de Claude Ryan, d'une Yvette. Yvette, c'est une petite fille dans les livres d'école, dans les manuels scolaires, qui est serviable, gentille, polie, qui met la table, alors que son frère, lui, est actif, s'organise, va jouer dehors, et une espèce de petit leader. Elle, c'est la femme douce, gentille, aimable. Alors, elle a décidé qu'elle éliminerait les stéréotypes des manuels scolaires suite à ça. Et lors d'un discours ad lib, la Journée internationale des femmes, le 8 mars, elle va commettre cette erreur de dire, écoutez, il faut éliminer les stéréotypes des manuels scolaires et c'est terminer les Yvettes. Et puis, si vous pensez que c'est M. Ryan qui va faire ça, j'extrapole. Vous paraphrasez, je paraphrase. Résumez, voilà, je cherchais le mot, je paraphrase, je résume. Il en a marié une. C'est passé inaperçu, sauf par une femme qui est Mme Rovan, qui est journaliste, que je connais bien, qui est une femme remarquable, journaliste aux affaires féminines, à la Condition féminine, au Devoir. Elle va écrire la petite phrase. Lise Bissonnette va s'en emparer et elle va écrire tout un article blâmant Mme Payette. Et ça devient l'affaire des Yvettes. Ça devient l'affaire des Yvettes. Moi, je suis en Europe à ce moment-là, parce qu'après le 8 mars, après la sortie de Mme Payette, avant son discours, moi, je m'en allais quelques jours à Paris avec mon conjoint, parce lui avait une invitation et je l'accompagnais. Et je suis chez le délégué général du Québec et il me dit, votre patronne, c'est Yves Michaud à l'époque, votre patronne a fait une bourde. Et là, il me raconte l'histoire. Il me dit, c'est pas grave, ça va s'oublier dans quelques jours, tout s'oublie. Et là, non, ça ne s'oublie pas. Je reviens au Québec, c'est la catastrophe. Alors, on va travailler à aider Mme Payette à ressortir de ça. Mais ça va la blesser profondément, l'atteindre, parce qu'on va lui reprocher d'avoir fait perdre le référendum. C'est pas elle qui a fait perdre le référendum. C'était impossible de le gagner avec les sondages qu'on avait, etc. Alors donc, voilà, Mme Payette va décider à partir de ce moment-là qu'elle ne revient pas. Pauline Marois, merci pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir.